Si tout le monde m'entend, tout va bien. Merci de votre accueil. Je suis content d'être ici parmi vous aujourd'hui pour traiter de la question du futur du vivant. Le point de vue que je vais adopter, commençons par dire d'où point de vue d'où je parle, c'est le point de vue de l'histoire naturelle. Euh, je suis scientifique de métier, payé avec vos impôts pour garantir la fiabilité de la contenu de connaissances, dans une institution dont l'intitulé est Muséum national d'histoire naturelle. Alors, l'histoire naturelle, de quoi s'agit-il? C'est l'ensemble de ce caractéristiques qu'il y a dans le monde réel et qui explique les origines de ce qu'il y a. Le point de vue qui est apporté aujourd'hui est un point de vue qui est celui des scientifiques sur le futur du vivant. Il est fourni comme bien public, c'est-à-dire qu'en gros, les scientifiques sont quand même payés avec nos impôts pour élaborer collectivement et garantir la fiabilité de savoirs transitoires, de savoirs qui sont, au moment où ils sont considérés comme fiables, valides pour tout le monde, à travers la diversité des humains du globe. Il y a un universalisme derrière le discours scientifique. Mais c'est un universalisme non dogmatique, c'est-à-dire que les affirmations scientifiques sont légitimes, que nous savons aujourd'hui, c'est ce qui est fiable pour le moment. L'enjeu aujourd'hui, c'est de fournir des éléments de savoir qui puissent vous permettre, si vous le souhaitez, de construire une opinion de manière éclairée, c'est-à-dire une opinion qui prenne en compte les éléments disponibles de la science. Ainsi, c'est un préambule pour spécifier ce que nous faisons nous, Muséum national d'histoire naturelle, lorsque nous publions des manifestes comme celui-ci, le manifeste du Muséum sur les limites de la planète, nous ne sommes pas des prescripteurs d'opinion, nous sommes des dispensateurs de savoir qui permettent à chacun de construire son opinion. Alors, puisqu'on parle d'histoire naturelle, je commence par vous dire que l'histoire naturelle nous invite tout de suite à penser à différentes échelles l'espace et le temps. Et je vais rentrer dans le sujet, mais je vais même rentrer dans l'art, si je peux le dire comme ça. Rassurez-vous, l'espèce humaine s'éteindra. Du point de vue scientifique, c'est inéluctable. Jamais on n'a vu une convention de langage qu'on appelle une espèce instanciée par une certaine stabilité de forme dépasser l'ordre de 500 000 ans, voire au maximum 1 million d'années. Les paléontologues prétendent qu'on peut enregistrer des stabilités de forme sur 1 million d'années. Les biologistes sont beaucoup plus circonspects. Une espèce, si c'est 300 000 ans, 500 000 ans, c'est bien le bout du monde. Notre espèce aujourd'hui a 300 000 ans, par exemple, telle qu'on peut la détecter dans sa forme, dans le registre fossile, et aussi telle qu'on peut en inférer un âge à partir de la comparaison des génomes. Enfin, toujours est-il que scientifiquement parlant, une espèce, une convention de langage inscrite sur un segment de généalogie, si vous voulez, et que son temps est toujours limité. Soit elle disparaît par extinction, soit elle disparaît parce que la généalogie qui la constitue va se scinder, et comme elle sera scindée en plusieurs branches filles, ces branches finissent par devenir interstériles, et dans ce cas-là, il faut appeler les branches filles d'un autre nom, et donc on dit que c'est une autre espèce. Toujours est-il que l'humain va disparaître, et si vous vous intéressez aux sciences astronomiques, vous pouvez en avoir la certitude dans la modélisation de ce que deviennent les étoiles. Vous savez que dans à peu près 4,5 milliards d'années, notre Soleil, qui aura vieilli, va rentrer dans sa phase d'expansion pour devenir une géante rouge. Et le diamètre du Soleil va toucher Mars, Vénus et la Terre. C'est-à-dire que la Terre est condamnée à rentrer dans le rayon du Soleil. Bien avant 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire dans un gros. Donc rassurez-vous, entraînez-vous à raisonner à l'échelle de l'histoire naturelle. À l'échelle de l'histoire naturelle, l'extinction est inéluctable. D'ailleurs, j'irai même plus loin. Si on s'intéresse à l'histoire du vivant à la surface de la planète depuis 3,7 milliards d'années, c'est-à-dire ça, c'est l'âge auquel on s'intéresse à l'existence du vivant, eh bien, le vivant, ce vivant lui-même ne se perpétue que parce que la mort est la règle et la survie est l'exception.
C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la tête, si on raisonne en histoire naturelle, il faut se mettre dans la tête que la mort fait partie de la vie. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Dans notre allergie aux limites, eh bien, on nous vend du transhumanisme où on nous raconte qu'on va vaincre la mort. C'est une absurdité du point de vue de l'histoire naturelle. Vaincre la mort, c'est en quelque sorte stériliser le lignage généalogique et c'est accélérer même la mort de ce lignage en réalité. Le fantasme de quelques-uns à ne pas mourir risque de condamner l'ensemble, parce que là, je vous parle d'échéances très longues, je vous parle du temps géologique en fait. Dans le temps court, je me doute bien que ce qui vous intéresse cet après-midi, c'est de savoir quel est le futur de la nature dans un temps humain, c'est-à-dire en gros, quel va être le devenir de la nature dans les 2-3 générations qui suivent. Et évidemment, c'est une préoccupation légitime. Quelle nature allons-nous laisser à nos arrière-petits-enfants? Alors, la question nous amène à envisager trois concepts. Le concept de nature, le concept de biodiversité et le concept d'écosystème, avant d'envisager un état des lieux et puis des projections. Le concept de nature, je ne vais peut-être pas l'utiliser. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, le concept de nature est anthropocentré, tel qu'il est défini dans nos cultures. La nature est définie en opposition à la culture ou alors est définie en opposition à l'activité humaine. Il y a d'un côté les humains et de l'autre la nature, en quelque sorte. Or, l'histoire naturelle ne peut pas adopter ce point de vue parce que l'humain, du point de vue de l'histoire naturelle, l'humain est ancré en nature, il en tire ses origines, et surtout, même encore ici et maintenant, si je ne parle même pas du temps long, mais si je parle du présent, l'humain est inséré dans un tissu d'interdépendance entre les espèces. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, c'est d'une trivialité absolue. Nous avons besoin des insectes ailés dans la nature pour polliniser les plantes cultivées dont nous avons besoin pour nous nourrir. Et nous avons dans nos tubes digestifs des microbiotes qui comprennent plus de cellules d'autres espèces que de cellules dont les génomes vous disent que, en gros, ce seront les gènes que vous transmettrez à la génération suivante par voie sexuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans un entrelac d'interdépendance qui montre que l'opposition entre nature et culture ou entre nature et humain n'a pas lieu d'être. L'humain fait émerger des propriétés qu'on appelle justement émergentes, peut-être à partir de son substrat naturel, mais il n'en reste pas moins que les propriétés que l'humain se considère, les propriétés par lesquelles l'humain se considère exceptionnel, ces propriétés-là, elles s'ancrent matériellement en nature et elles sont ontologiquement, comme on dit en philosophie, elles sont liées à la nature. Donc, je n'utiliserai pas le concept de nature, je clos. Il y a deux concepts qui nous intéressent davantage. Il y a le concept de biodiversité et le concept d'écosystème. Le concept de biodiversité et le concept d'écosystème sont souvent confondus dans la presse. On mélange les deux mots. Et pour ne pas faire des définitions trop longues, je vais vous résumer ça en deux mots. La biodiversité, c'est caractériser ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? C'est donc ce que c'est. Et le concept d'écosystème, c'est ce que ça fait. C'est-à-dire, en gros, les relations dynamiques d'interdépendance entre les composantes de la biodiversité et entre ces composantes et le milieu minéral, le milieu géologique. Parce que dans la notion d'écosystème, il n'y a pas seulement les relations entre les espèces, il y a aussi les relations entre le biologique et le non biologique, c'est-à-dire relations avec l'atmosphère, relations avec le substrat minéral, relations avec la composante de l'eau, par exemple. Donc l'écosystème, c'est, on va dire, des relations fonctionnelles, alors que la biodiversité, elle est structurale. Et la biodiversité, elle est structurale et elle étudie comment le vivant se structure selon trois échelles. Donc là, pour la biodiversité, il y a trois échelles classiquement définies. Il y a d'abord compter les nombres d'espèces. Ça, on le sait depuis longtemps. Dans tous les rapports, on nous dit il y a tant d'espèces qui disparaissent, etc. Bon, c'est bien pratique. C'est bien pratique, mais ce n'est pas suffisant. Pour décrire la biodiversité, il y a deux niveaux supplémentaires. Il y a les espèces
pour comprendre pourquoi il y a 2 niveaux supplémentaires, dites-vous simplement que les espèces n'existent pas. Les espèces, ce sont des conventions de langage posées sur des populations dont on pense qu'elles font généalogie commune. Si jamais elles ne font plus généalogie commune, c'est-à-dire que si on peut documenter une barrière à la reproduction entre des composantes, eh bien, les composantes ultérieures ne feront plus partie de la même espèce. Il n'y a pas de discontinuité vraiment dans la nature, sauf peut-être la barrière à la reproduction, mais l'espèce, c'est un nom pratique qu'on va poser sur un lignage généalogique cohérent. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de la nature en donnant un prénom à chaque piaf ou à chaque mouche qui passe. On est obligé de donner des mots un peu généraux, de portée un peu générale, pour pouvoir discourir sur la diversité du vivant. Si je vous dis que les espèces n'existent pas vraiment, il va falloir s'intéresser à la diversité à l'intérieur de chacune des espèces, si on veut vraiment parler de biodiversité. Et en effet, pour le dire de manière très courte, les insectes, par exemple, on dit qu'il y a sur les 2 millions d'espèces répertoriées aujourd'hui, il y en a à peu près la moitié rien que pour les insectes. Ne soyons pas étonnés, les insectes font des espèces avec des toutes petites tranches de diversité génétique. Tandis que les plantes à fleurs, notamment les angiospermes, eh bien, les angiospermes font des espèces avec des portions de diversité génétique beaucoup plus vastes, de 10 à 100 fois plus vastes que ce qui se passe dans une espèce d'insecte. Donc, les espèces ne sont pas véritablement comparables entre elles en termes de diversité qu'elles recèlent chacune. Et donc, il ne suffit pas de compter les espèces, il faut aussi s'intéresser à la diversité génétique, la diversité tout court à l'intérieur des espèces. Donc, le niveau de l'espèce, c'est bien. Le concept de biodiversité s'intéresse aussi à la diversité à l'intérieur des espèces. Et enfin, le troisième niveau, la biodiversité s'intéresse aussi aux assemblages d'espèces, aux communautés d'espèces qui peuvent localement se constituer. Et un paysage qui est riche de plusieurs assemblages d'espèces entre elles, un espace naturel qui est composé de plusieurs communautés d'espèces et, sur le plan de la biodiversité, considéré comme plus riche qu'un paysage qui ne serait composé que d'une seule communauté, enfin qu'un seul assemblage d'espèces ensemble. Donc, en gros, vous avez compris, il y a un niveau infraspécifique, un niveau spécifique et un niveau supraspécifique dans la biodiversité. Donc voilà, j'en termine avec les définitions, parce que ce dont on va parler ici et maintenant, c'est surtout de biodiversité, si on veut parler du futur du vivant. Et l'état des lieux, je commencerai par un état des lieux et ensuite on continuera par des projections. Et ensuite, peut-être on terminera par les travers humains dans la perception des limites qu'on atteint aujourd'hui. Premièrement, l'état des lieux, eh bien, l'état des lieux, vous en disposez sur la toile à travers le rapport de l'IPBES. Alors, IPBES, qu'est-ce que c'est, hein? IPBES, c'est Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Traduction, plateforme intergouvernementale de politique scientifique en matière de biodiversité et de services écosystémiques. Alors, cette plateforme internationale, c'est une plateforme d'experts qui est pour la biodiversité ce que le GIEC est pour le climat. C'est-à-dire, en gros, on a des experts mondialement reconnus et mondialement réunis pour établir des rapports, des états des lieux réguliers. Alors, en 2019, ça a fait pas mal de bruit dans la presse. En 2019, l'IPBES avait rendu son rapport sur l'état de la biodiversité. Un rapport donc établi par 145 experts, 145 experts de 50 pays différents, plus des contributions de 310 autres experts qui ont analysé tous ensemble 15 000 références scientifiques sur l'état de la biodiversité, et pas seulement. Ils ont pris en compte aussi des connaissances locales de peuples autochtones sur l'état de la biodiversité dans différents pays. Donc, c'est un rapport extrêmement étayé et on va en tracer ici les grandes lignes de ce rapport de l'IPBES sur l'avenir, enfin sur l'état des lieux, à partir duquel il convient de penser un avenir pour le vivant. Alors, le vivant, où en est-on aujourd'hui? En abondance maintenant. Parlons tout de suite en abondance pour donner un chiffre général.
qu'est-ce que c'est que les abondances? Les abondances, ce n'est pas la diversité spécifique. L'abondance, c'est le nombre d'individus que l'on va rencontrer par unité d'espace pour une espèce donnée. Et pour s'agissant des espèces terrestres, les abondances locales, un peu partout dans le monde, les abondances locales pour les espèces terrestres a baissé de 20% en moyenne depuis 1900. C'est-à-dire que depuis un siècle, on a perdu un cinquième, en moyenne sur le monde entier, un cinquième des abondances des espèces qui, évidemment, ne se sont pas éteintes depuis 1900. Donc, c'est déjà un chiffre assez énorme. Et alors, évidemment, vous allez avoir des disparités selon les espèces et selon les endroits. Les abondances d'insectes ailés, par exemple, en Allemagne, ont baissé de 80% depuis 1976. Donc là, par exemple, localement, on voit une chute d'abondance spectaculaire qui d'ailleurs entraîne une chute des oiseaux qui se nourrissaient des insectes ailés et une chute évidemment du service écosystémique que consiste en la pollinisation des plantes angiospermes, c'est-à-dire des plantes à fleurs. Donc ça, c'est un premier point, mais en nombre d'espèces, maintenant, si on passe de l'abondance au nombre d'espèces, eh bien, le rapport de l'IPBES établit qu'1 million d'espèces répertoriées aujourd'hui est en danger d'extinction sur les 8 millions d'espèces qui existeraient. Alors, pour vous donner un peu des chiffres, le nombre d'espèces décrites par la science et validées par la science s'élève à 2 millions, mais vous vous en doutez, ce nombre est évidemment sous-estimé. Selon les techniques d'estimation, on oscillerait entre 8 millions et 80 millions d'espèces existantes. On est dans un facteur 10, évidemment, d'incertitude. Il ne faut pas vous en surprendre. On a largement sous-décrit la diversité des champignons microscopiques et on a largement sous-décrit le monde bactérien, on le sait bien. Et donc, ces chiffres sur le nombre d'espèces qui pourraient exister sont assez imprécis. Néanmoins, 1 million d'espèces parmi soit 2 millions décrites, soit 1 million qui devraient exister, sont en danger d'extinction. Avec une caractérisation qui est la suivante, le rapport établit qu'on a une disparition des spécialistes au profit des généralistes, et ça, ne soyez pas surpris. Les espèces qui ont des préférences écologiques très resserrées sont évidemment face à une accélération du changement climatique. Eh bien, il ne faut pas s'étonner que ces espèces-là soient directement impactées plus rapidement que des espèces généralistes qui se satisfont d'une large gamme de température ou d'une large gamme d'hygrométrie ou d'une large gamme d'ensoleillement. Donc, les généralistes tiennent mieux le coup, en quelque sorte, puisqu'ils sont plus opportunistes, en fait. Ils tiennent mieux le coup que les spécialistes. Ça, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Il y a aussi une disparition des espèces de grande taille au profit des espèces de petite taille. Alors, un article dans Nature était sorti en 2017 qui avait frappé à l'époque. Une estimation, notamment en raison de la fragmentation des espaces naturels des grandes espèces, eh bien, on envisage à l'horizon 2070, c'est-à-dire dans 50 ans, la disparition de la totalité des mammifères et des oiseaux de plus de 10 kilos vivant à l'état sauvage. Ça ne veut pas dire que ces espèces auront disparu en termes d'individus, parce qu'il y aura peut-être des individus dans des parcs ou dans des zoos, mais à l'état sauvage, je dis bien à l'état sauvage, ces espèces-là, de mammifères et d'oiseaux de plus de 10 kilos, auront disparu en 2070. Pourquoi de plus de 10 kilos? Deux facteurs principaux. Le premier, c'est que les espèces sauvages de grande taille ont besoin d'espace, des espaces relativement dégagés et autorisant une libre circulation, si je peux le dire comme ça. Or, la fragmentation des milieux induite par les infrastructures urbaines, mais aussi par l'intensification de l'agriculture en zone intertropicale, ces chiffres concernent la zone intertropicale, principalement l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud.
Eh bien, les besoins agricoles des populations de ces zones sont tels qu'en 2070, les espaces seront tellement fragmentés que les grands mammifères et les grands oiseaux ne pourront plus circuler. Il y a un deuxième facteur qui arrive en second, c'est que chez les mammifères et les oiseaux, le temps de génération est proportionnel à la taille de l'animal. Les gros animaux ont des temps de génération longs, les petits animaux, en gros, ont des temps de génération courts. Voyez l'exemple de la souris, de la vache et de la baleine, si vous voulez, hein. Pour une souris, on a une génération, pour des souris, pardon, on a une génération tous les 2 trimestres à peu près, alors que pour une vache, ça dépasse l'année, et pour une baleine, c'est 3-4 ans, hein. Donc, plus vous accélérez la vitesse du changement des environnements, moins vous laissez de temps aux espèces qui ont besoin de temps, c'est-à-dire les grandes, de faire face. Or, faire face, c'est quoi? Faire face, ce n'est pas seulement l'acclimatation de chaque individu. Faire face, c'est aussi assurer pour les générations à venir un nombre d'individus suffisant pour que la variation naturelle des individus fournisse les solutions de demain. Car c'est ainsi que ça se passe. Tant que des populations naturelles ont de la variation au sein de chaque espèce, la variation, c'est un peu l'assurance vie pour demain. C'est parmi les variants qui se produisent spontanément que, par hasard, ceux ou celles qui sont pourvus des caractéristiques qui leur permettent de faire des petits laisseront plus de descendance que leurs congénères. Et cette variation, elle est stochastique, spontanée, et si on ne laisse pas le temps à une population, assez de temps pour faire des petits, eh bien, cette variation, elle va s'en trouver restreinte, et il n'y a pas de devenir évolutif à cette espèce. Alors, dans l'état des lieux de l'IPBES, on a donc une disparition des mammifères et des oiseaux de grande taille au profit des petites tailles. On a aussi un effondrement des récifs coralliens. Et à l'horizon 2100, les récifs coralliens risquent d'avoir totalement disparu. J'en parlerai tout à l'heure. En tout cas, pour ce qui est de l'état des lieux, on a perdu déjà la moitié des récifs coralliens qui existaient en 1870, c'est-à-dire depuis 150 ans. En 150 ans, on a perdu la moitié des récifs coralliens qui existaient. Or, vous devez savoir que les récifs coralliens sont ce qu'on appelle des points chauds de biodiversité, c'est-à-dire des lieux qui concentrent une telle intrication des espèces entre elles euh, euh, que ils servent un peu d'oasis de biodiversité, ils servent de ressources à énormément d'espèces environnantes, notamment aux larves de différents organismes, que ce soit des poissons, des crustacés ou des mollusques. Les récifs coralliens sont extrêmement précieux du point de vue de la diversité océanique. Alors, les récifs coralliens sont menacés. Il y a au moins il y a quatre facteurs principaux que je vous donne dans le désordre, pas par un ordre d'importance, mais dans le désordre. Il y a d'abord la pollution des plastiques. Les microplastiques entraînent une baisse de fécondité. Ça, c'était mesuré expérimentalement, hein. Les microplastiques entraînent une baisse de la fécondité des coraux. Donc, les coraux sont moins à même de se reproduire si l'océan comprend des microplastiques. Il y a, deuxième facteur, l'acidification des océans. Vous le savez certainement, l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère fait rentrer ce dioxyde de carbone dans la mer. En quelque sorte, l'océan est une pompe à dioxyde de carbone. L'océan absorbe le dioxyde de carbone, mais sous forme d'acide carbonique, HCO3-. Et l'acide carbonique contribue à l'acidification de l'océan. Et on a fait un saut de pH, enfin, on a fait un saut d'acidité depuis un peu moins d'un siècle. On a fait un saut d'acidité qui n'a pas d'équivalent dans l'océan mondial depuis plus de 25 millions d'années. C'est-à-dire que les variations d'acidité de l'océan mondial oscillaient dans une petite tranche relativement modeste depuis 25 millions d'années. Et là, on est carrément sorti de cette tranche. On est en train de prendre une route qui s'oriente vers une extinction de masse de la faune océanique, telle qu'on l'a eu d'ailleurs à la limite entre le Crétacé et le Tertiaire, il y a
66 millions d'années. Donc l'acidification des océans limite la croissance des coraux. L'acidité de l'eau limite la croissance des coraux non pas en longueur, mais en épaisseur. C'est-à-dire que les coraux se retrouvent fragilisés par un océan plus acide. Troisième facteur qui menace les coraux, les chocs thermiques. Les chocs thermiques qui sont liés aux étés exceptionnellement chauds. Lorsque vous savez que les récifs coralliens déploient la vie à quelques mètres sous la surface, quelques dizaines de mètres sous la surface, et croissent en quelque sorte sur leur propre squelette. Eh bien, les coraux sont ainsi sensibles à l'augmentation de température de surface, et lorsque les ensoleillements sont exceptionnellement forts, ces températures de surface sont trop hautes, et ça provoque la mort de petites algues qui sont intérieures aux coraux. Il y a des symbiotes qu'on appelle des zooxanthelles qui vivent en symbiose avec les coraux, et le choc thermique est très mal supporté par les zooxanthelles. Les zooxanthelles meurent, et le corail, plutôt que d'avoir sa jolie couleur qui était fournie par les zooxanthelles, le corail en devient blanchi, et c'est ce qu'on appelle le blanchissement des coraux. Le blanchissement des coraux, ça veut dire que le corail est en mauvaise santé, les zooxanthelles symbiotes sont mortes ou en régression, et si les épisodes de blanchissement se répètent, eh bien, c'est le corail qui meurt purement et simplement parce qu'il n'a plus les apports nutritifs que lui apportaient les zooxanthelles, son partenaire. Donc les chocs thermiques sont très mal supportés par les coraux, et il ne cesse, le temps entre deux chocs thermiques ne cesse de se rapprocher. Ça, c'est bien mesuré sur la grande barrière de corail en Australie. Vous pensez bien que les Australiens sont extrêmement vigilants sur ces questions, et on a des suivis de blanchissement extrêmement resserrés depuis les années 1975-1980. Et c'est là qu'on voit en effet le rapprochement des épisodes de blanchissement. Pour terminer, les perturbations climatiques entraînent des asynchronies dans l'émission des gamètes. Comment les coraux font-ils pour se reproduire? Les gamètes mâles et femelles sont libérés dans la mer au même moment, mais le changement climatique provoque une asynchronie, c'est-à-dire que ça veut dire qu'en fait, l'émission des gamètes ne se fait plus pour le mâle et la femelle au même moment. Et donc, on rate les fécondations. Et si on rate les fécondations, on altère la reproduction des coraux. Et donc, voilà 4 facteurs qui, en quelque sorte, expliquent pourquoi on a un effondrement d'un tiers des récifs coralliens depuis la période, en gros, depuis la période pré-industrielle. Alors, autre événement spectaculaire récemment documenté par le rapport de l'IPBES, l'effondrement de la démographie des insectes ailés et des oiseaux des régions habitées et des stocks de poissons. Un tiers des stocks de poissons, encore aujourd'hui, est exploité de manière non durable. 60% des stocks de poissons sont exploités au maximum de la pêche durable. En gros, il n'y a pas beaucoup de stocks de poissons qui ne sont pas exploités au maximum ou au-delà du maximum. Donc ça, c'est très préoccupant aussi. 33% des prises, cette fois-ci, sur les poissons qu'on prélève dans la mer, 33% des prises sont illicites ou non réglementées. Un tiers des prises, donc. Et pour parler des insectes ailés, eh bien, là, il y a différents chiffres qui sont sortis récemment. On aurait une baisse de 87% de la biomasse. Alors là, on ne parle pas des disparitions d'espèces, on parle simplement du nombre d'individus par espèce. Les abondances, donc, en quelque sorte, les abondances on a 87% de chute d'abondance des insectes ailés aux endroits où on a regardé ça, c'est-à-dire en Allemagne notamment. Il y a 80% depuis 1976 et 87% depuis 1992. Enfin, peu importe, les chiffres sont spectaculaires. Et vous pouvez d'ailleurs, on a besoin de chiffres pour connaître le degré de généralité d'une donnée.
Par contre, vous pouvez relier ces chiffres à des souvenirs. Quand vous étiez gamin, ou même moins gamin, quand vous étiez, je ne sais pas moi, dans les années 70 ou 80, eh bien, vous faisiez un trajet d'autoroute en France et vous aviez pas mal d'insectes ailés collés au carreau. Il fallait souvent laver le pare-brise à la station essence pour évacuer les insectes écrasés sur le pare-brise. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous faites un trajet Paris-Toulouse sur l'autoroute, vous verrez, vous avez très peu d'insectes ailés écrasés sur le pare-brise. En France aussi, on a aussi une chute de biomasse des insectes ailés, et c'est très préoccupant, notamment pour un tas de raisons, hein, mais pour ceux qui aiment les oiseaux, par exemple, c'est préoccupant parce que c'est moins de nourriture pour les oiseaux. Et donc, il y a aussi une chute d'une partie de la population d'oiseaux, notamment ceux qui se nourrissent d'insectes. Alors, on pourrait ne pas s'y attendre, mais il y a aussi une perte de biodiversité domestique. C'est-à-dire qu'en fait, le productivisme qui caractérise notre utilisation de la biodiversité fait qu'on se concentre sur une petite fraction de diversité génétique des espèces exploitées parce qu'elles sont rentables et on abandonne les autres. 10% des races de mammifères domestiques ont disparu en 2016. 1000 autres sont menacées d'extinction, soit 20% des races domestiques. 10% s'agissant des mammifères. Hein. Donc, en gros, 20% des races de mammifères domestiques existantes sont menacées d'extinction. 3,5% des races d'oiseaux domestiques sont menacées d'extinction. Donc, il s'agit bien de biodiversité, c'est-à-dire que là aussi, l'humain a créé, au cours de son histoire, de la biodiversité. En 15 000 ans, il a fait du loup un chihuahua ou un doberman. Il y a de la biodiversité créée de la main de l'homme. Et bien, cette biodiversité, elle aussi, elle est déclinante. Donc, voilà pour quelques traits, quelques chiffres qui donnent l'état des lieux. Et maintenant, je vais aborder les causes, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de faire un constat, il s'agit aussi d'en identifier les causes. Et pour la première fois, l'IPBES, dans son rapport, a classé les causes par ordre d'importance. Et ça, c'est un point intéressant, c'est que précédemment, les causes étaient fournies un petit peu pêle-mêle. Là, ils ont vraiment une estimation de où sont les principales causes et où sont les causes secondaires. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas la pollution ou le réchauffement climatique qui est la première cause de la disparition de la biodiversité, ou de son érosion en tout cas. La première cause, c'est les changements d'usage des terres et de la mer, les changements d'usage. Les changements d'usage, donc, c'est 75% des environnements terrestres et 66% des environnements marins en surface ont été modifiés par l'action humaine. Donc, les 3/4 des environnements terrestres à la surface du globe, modifiés par la main humaine, ça donne le tournis. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la Terre où il n'y a pas eu des changements induits par nous. Si on parle par exemple de la coupe des forêts, la moitié des 100 millions d'hectares d'expansion agricole entre 1980 et 2000 en région tropicale, hein, s'est faite au détriment des forêts. Principalement l'élevage extensif en Amérique latine et les plantations en Asie du Sud-Est. Là, on parle bien des forêts en zone tropicale, hein, je ne parle pas des forêts boréales. Donc, c'est la moitié des 100 millions d'hectares d'expansion agricole qui, en 20 ans, se fait au détriment des forêts en zone tropicale. On a 7% de réduction des forêts qui étaient jugées jusqu'à présent intactes entre 2000 et 2013. Donc, en un peu plus de 10 ans, c'est 7% des forêts non touchées, justement, non modifiées de la main de l'homme, qui ont disparu en superficie. Plus du tiers de la surface des terres et 70% des ressources en eau douce sont destinées à l'agriculture et à l'élevage. Ça, c'est une donnée importante. Il y en a une augmentation de 300% de la production des cultures vivrières depuis 1970. Et alors, on a une augmentation d'un côté de 300% de cette production de cultures vivrières, mais en même temps, dans le même temps, on a 75%
de cette production qui dépend de la pollinisation par les animaux. Or, si les insectes s'éteignent, notamment à cause comment dire, des perturbateurs endocriniens ou des pesticides, eh bien, cette production vivrière ne va pas pouvoir durer longtemps. 75%, en tout cas cette production vivrière, n'aura plus les moyens de pollinisation dont elle disposait précédemment. Parlons de la dégradation des sols. À force de pomper dans les sols, en ne les laissant pas se reposer, on a réduit déjà de 23% par rapport à l'époque pré-industrielle, on a réduit de 23% la productivité de l'ensemble de la surface terrestre mondiale. Les zones urbaines, elles, ont plus que doublé de surface depuis 1992. 1992, ça fait peur, c'était hier, 1992. C'était il y a 20 ans. En 20 ans, les zones urbaines dans le monde ont doublé de surface. On a bétonné énormément de surface. Et donc, c'est lié évidemment cela à la démographie et au développement. Même si on le dit durable, ce développement, les zones urbaines continueront comment dire, à prendre de l'ampleur. Entre 1700 et 2000, c'est-à-dire en 300 ans, 87% des zones humides ont été perdues. Les zones humides, il faut savoir que c'est un petit peu comme les récifs coralliens, ce sont des points chauds de biodiversité. Et actuellement, la perte relative des zones humides est 3 fois plus rapide que celle des forêts. C'est-à-dire que même si on a eu de grandes campagnes à partir des années 1970, même s'il y a eu des grandes campagnes de protection des zones humides, eh bien, les zones humides continuent néanmoins de disparaître plus vite que les forêts. Et ça aussi, c'est préoccupant. 55% de la surface océanique est exploitée par la pêche industrielle. Il reste encore, je ne sais pas si c'est un bon chiffre ou un mauvais chiffre, il reste encore, en quelque sorte, il reste encore une bonne partie de l'océan mondial qui n'est pas exploitée par la pêche industrielle, et il faudrait que ça reste, ainsi. Donc j'en ai terminé avec la première cause de l'extinction, enfin, ou de l'amenuisement de la biodiversité, c'était les changements d'usage, en quelque sorte, des terres et de la mer. La deuxième cause du déclin de la biodiversité, c'est l'exploitation directe des organismes. Par exemple, le commerce illégal des amphibiens, qui a répandu une pandémie de mycoses, y compris chez les amphibiens sauvages. Et il y a des articles tous les ans qui sortent sur la surveillance des populations d'amphibiens sauvages à travers le monde, polluées par les mycoses qui ont été induites par le commerce des amphibiens, le commerce récréatif des amphibiens. Mais citons aussi le braconnage des grands mammifères. Le braconnage des grands mammifères, dans des régions du monde où les humains ne mangent pas nécessairement à leur faim, le braconnage des grands mammifères est directement relié au niveau de conflit économique ou au niveau de conflit politique des pays dans lesquels nous nous trouvons. Un article est paru, par exemple, dans Nature il y a 3 ans, où les bases de données de démographie des grands mammifères, des parcs, c'est-à-dire des zones tout de même protégées, l'ensemble des parcs sur le continent africain fait l'objet d'un suivi de la démographie des grands mammifères de ces parcs depuis 1946. Et donc, entre 1946 et 2016, on a des chiffres sur la démographie de ces grands mammifères. On a aussi des chiffres sur l'intensité des conflits armés qui se produisent sur le continent africain. Eh bien, tenez-vous bien, cet article montre une corrélation. Alors, on n'a pas dit causalité encore, mais il y a une corrélation frappante entre l'intensité des conflits humains, c'est-à-dire des guerres en quelque sorte, intensité mesurée en nombre de morts humains. On a une corrélation entre le nombre de morts humains induits par les guerres en Afrique et les baisses démographiques des grands mammifères des parcs africains. Le scénario, évidemment, qui est inféré, c'est que vous vous doutez bien, qui dit guerre dit déplacement de population, qui dit déplacement de population dit camp de réfugiés, et camp de réfugiés dit il faut bien manger, et quand il faut bien manger, on va braconner les espèces qui sont aux alentours, même si c'est dans un parc. Donc, la protection des grands mammifères ou des grands oiseaux, elle n'est pas garantie dès lors qu'on est dans un parc. Elle est évidemment dépendante du bon fonctionnement
de l'état dans lequel on est, de l'état, elle est dépendante des conflits, bien sûr, et puis, quand je dis bon fonctionnement de l'État, s'il y a de la corruption, les parcs ne sont plus gardés. Troisième facteur classé par l'IPBES, le changement climatique. Donc vous voyez que le changement climatique n'arrive qu'en troisième. Le premier, c'est l'usage des terres et de la mer. Le deuxième, c'est l'exploitation directe des organismes, deuxième facteur. Et troisième facteur, le changement. Alors, l'acidification des océans, j'en ai déjà parlé. On a 3 à 10% de réduction de la production primaire nette des océans qui est anticipée d'ici 2100, avec en gros entre 3 et 25% de réduction de la biomasse des poissons. Scénario, si le réchauffement, selon si le réchauffement est bas, 3%, ou si le réchauffement est haut, c'est-à-dire à plus de 2 degrés Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, pour les 25% de réduction de biomasse des poissons. On a une extinction de 47% des mammifères terrestres non volants et 23% des oiseaux. 47% des mammifères terrestres volants et 23% des oiseaux qui sont déjà menacés. Ils ont vu ces espèces-là, leur répartition modifiée par les impacts du changement climatique. Quatrième facteur, la pollution. Alors, le premier, c'était le changement d'usage des terres et des mers. Deuxième, c'était l'exploitation directe des organismes. Le troisième, le changement climatique. Et quatrième cause du déclin de la biodiversité, les pollutions multipliées par 10 en quantité depuis 1980. C'est-à-dire, on mesure là des taux de métaux lourds, de solvants, des boues toxiques. Ces trois catégories de produits sont délivrés dans les environnements à raison de 300 à 400 millions de tonnes par an dans les eaux. On peut mesurer 245 000 km² d'océans morts, c'est-à-dire 245 000 km², c'est une superficie plus grande que celle du Royaume-Uni, hein, d'océans morts, c'est-à-dire des océans où la photosynthèse ne se fait plus, en surface en tout cas. Les microplastiques sont partout, y compris dans les sables et même dans les plages les plus reculées. Et vous savez certainement les dégâts que font les microplastiques sur la chaîne du zooplancton. Le zooplancton absorbe les microparticules de plastique comme ils absorberaient une proie, en quelque sorte. Mais cette microparticule de plastique n'est pas digérée, donc elle bloque le tube digestif de l'animal qui l'a absorbé. Il va mourir et une fois mort, il sera absorbé par un autre animal dans lequel la même particule de microplastique fera les mêmes dégâts. C'est-à-dire que c'est un tueur en série. La particule de microplastique fonctionne dans le zooplancton comme un tueur en série et on a des dégâts importants dans la chaîne trophique du zooplancton en raison des microplastiques. Ça fait partie du chapitre des pollutions. Cinquième et dernière cause des menaces qui pèsent sur la biodiversité, eh bien, les espèces exotiques envahissantes. On a une augmentation de 70% du nombre d'espèces exotiques envahissantes entre 1970 et 2019 dans les 21 pays qui ont bien voulu donner des détails sur le commerce des espèces exotiques, lesquelles ont été évidemment, se sont échappées et ont été libérées dans les environnements. Il faut compter dans les espèces envahissantes l'effet des eaux de ballast. Vous savez que le trafic commercial maritime est opéré par des tankers qui ont des eaux de ballast. Ces eaux de ballast, ce sont des eaux qui sont dans des réservoirs contenus dans le bateau. C'est de l'eau de mer qu'on fait rentrer dans des réservoirs du bateau et qui interviennent dans la stabilité, selon si on les relargue plus ou moins, ces eaux de ballast, et aussi en fonction du mouvement que le bateau adopte avec la houle, eh bien, ces eaux de ballast ou ces réservoirs ont un rôle de stabilisateur du bateau. Eh bien, ces eaux de ballast, on les prend à un endroit et puis à la fin du voyage, on les relargue à un autre endroit, souvent à des dizaines de milliers de kilomètres de là. Et ces eaux de ballast, eh bien, vous le savez, elles comportent des larves d'organismes. L'eau de mer, c'est un bouillon de vie, hein. Il y a du zooplancton, du phytoplancton, des larves. Et ces eaux de ballast font des dégâts
On pense par exemple que l'épidémie de choléra au Pérou au début des années 90 a été déclenchée par des vibrios, c'est-à-dire des bactéries vibrio cholérées, des bactéries qui étaient notamment abritées par des eaux de ballast qu'on a amenées dans le port de Lima, en fait. Donc les eaux de ballast font des dégâts et il faudra peut-être penser à envisager d'autres moyens de stabiliser les bateaux. Alors, pour l'état des lieux, il y a quelques éléments supplémentaires que je voulais vous donner. Quelle heure il est? Oui, je vais accélérer un petit peu le mouvement. Quelques récents résultats euh, tirés d'articles scientifiques qui font des revues sur ces questions. On pourrait se dire il y a des aires protégées, il y a des aires protégées à la surface du globe et à l'abri de ces dégâts. Mais ces aires protégées ne sont elles-mêmes pas spécialement pérennes. Un tiers, par exemple, un tiers de la surface des aires protégées mondiales est sous pression forte, anthropique, sous pression humaine forte. Seulement, si on prend l'ensemble des aires protégées mondialement, 42% de ces aires protégées sont totalement indemnes de pression humaine. Donc seulement 42%. Pour le reste, eh bien, elles sont sous pression intense, alors notamment en Europe de l'Ouest, dans les zones d'Asie du Sud-Est, parce qu'elles sont fréquentées, parce qu'il y a des routes qui y passent, parce qu'elles sont l'objet parfois de pollution nocturne. Elles sont aussi parfois même traversées par des zones navigables, s'agissant d'espaces protégés marins. Donc, une zone protégée, ce n'est pas une zone sous cloche. En tout cas, c'est pas toujours c'est pas la majorité des cas. D'autre part, il y a aussi un phénomène dont on ne parle peu, mais sur lequel il y a une revue récente, c'est le déclassement des aires protégées. C'est-à-dire que quand une zone protégée, quand une zone devient déclarée comme protégée, en général, on est content et on se dit c'est toujours ça de gagner pour la biodiversité. Seulement, il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers parce qu'il y a des pressions. Les zones qui sont déjà protégées subissent des pressions et même des déclassements. 15% de la surface des terres et 7,3% de la surface des océans sont déclarés aires protégées. Quelle est la durabilité de cette protection? L'amenuisement de la protection peut prendre trois formes. Soit une restriction de l'aire protégée, c'est-à-dire simplement une diminution de sa surface, soit un assouplissement des règles de protection, ou bien un déclassement pur et simple de l'aire comme zone protégée, annulant totalement d'ailleurs la protection. Et sur une étude américaine aux États-Unis, sur le territoire américain, 269 actes déprotégeant des aires et 440 actes déprotégeant des aires dans le bassin amazonien ont été promulgués dans les 20 ans qui viennent de passer. Donc on est quand même dans une dynamique où la pression est forte et les zones sont de moins en moins protégées. Pour donner un chiffre plus global à travers plusieurs pays, entre 1892 et 2018, bon, ça fait quand même un peu plus de 100 ans, hein. En gros, sur 120 ans, 73 pays ont promulgué 3749 lois de déprotection, conduisant à un déclassement pur et simple de plus de 500 000 km² de zones protégées et un assouplissement de régulation sur plus d'1 600 000 km² de zones protégées. 78% de ces promulgations sont postérieures à 2000, c'est-à-dire qu'en fait, les trois quarts des déprotections dont je viens de parler ont moins de 20 ans d'âge. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une accélération des mesures de déprotection des aires protégées. 62% de ces déprotections sont associées à l'activité industrielle d'exploitation de ressources naturelles, comme le bois par exemple, ou bien le développement économique, par exemple l'installation de stations de ski dans des aires protégées.
Voilà j'en termine maintenant avec l'état des lieux et je vais quitter le rapport de l'IPBES pour aller vers des considérations sur des projections. Alors, parce que finalement, l'intervention de cet après-midi, c'est quel futur pour le vivant dans un terme assez court, finalement. Alors, pour ce qui est des projections, je vais me baser sur 2 ou 3 articles là, parus récemment qui font des revues de projections. Donc, la biodiversité telle qu'on la connaît, si elle doit s'effondrer dans le siècle qui vient, qu'est-ce que c'est qu'un effondrement? Sous quel tempo, en fait? Est-ce qu'elle va se modifier progressivement ou est-ce qu'on va avoir un déclin abrupt de biodiversité? Difficile de répondre globalement à ces questions parce que la plupart des études se focalisent généralement sur un groupe particulier d'organismes. Or, il faudrait se pencher sur des écosystèmes. Alors, une des revues, notamment, estime globalement le rythme des extinctions, le rythme auquel les espèces devront faire face à des expériences extrêmes en termes de température et de précipitation. 2 paramètres sont importants pour expliquer la stabilité des écosystèmes, la disponibilité en eau et la température moyenne. Ces 2 paramètres sont enregistrés pour chaque année entre 1850 par l'étude en question et 2100, projetés à travers des pixels géographiques de 100 km² couvrant toute la surface du globe. Et ces données sont comparées aux fenêtres de ces 2 mêmes paramètres, température et hygrométrie, qui caractérisent la niche écologique de plus de 30 000 espèces marines et terrestres. En gros, on va comparer les besoins de 30 000 espèces marines et terrestres en termes de température et d'hygrométrie à ces mêmes températures et hygrométrie des pixels de 100 km² de la surface du globe. Et l'idée, c'est de calculer le temps d'exposition des espèces à des températures ou à des précipitations dangereuses pour elles. Et le résultat de l'étude globale montre que ce qui est remarquable, ce qui est frappant, c'est la synchronicité des limites atteintes pour plusieurs espèces. C'est-à-dire que pour plusieurs espèces en même temps, eh bien, le temps au-delà duquel elles auront expérimenté des températures aberrantes par rapport à leurs besoins ou des hygrométries aberrantes par rapport à leurs besoins, ce temps est le même pour plusieurs espèces ensemble. Ce n'est pas étonnant finalement parce que ces écosystèmes sont constitués d'espèces entrelacées dans leur rapport et ayant évolué dans le passé en fonction de ces températures et de ces hygrométries. Donc, premier élément, il y a une synchronicité de sortie de route, si vous voulez, pour plusieurs espèces en même temps. Et l'article tend à montrer que plutôt que d'avoir, on s'attendrait à penser que plutôt que d'avoir des changements de trajectoire progressive, il faudrait s'attendre à avoir plutôt eh bien, comment dire, une certaine forme de promptitude, c'est-à-dire que finalement, les écosystèmes vont atteindre des moments où la résilience ne sera plus possible et ils vont s'effondrer. Sortie de route de l'ensemble de l'écosystème à l'endroit où il se trouve. Donc, les marges historiques de tolérance par rapport à l'hygrométrie et à la température sont à peu près les mêmes pour les espèces habitant au même endroit. Et c'est pour ça qu'à force d'expérimenter des événements exceptionnels, elles vont s'effondrer en même temps, ces espèces. Alors, donc, comme selon plusieurs scénarios d'émissions de dioxyde de carbone, classiquement, les scénarios du GIEC, le scénario 8,5, 5,5, 2, etc. Donc, selon les différents scénarios du GIEC, eh bien, ces études peuvent donc modéliser à quel moment ces sorties de route vont se faire pour les écosystèmes. Alors, l'effondrement des écosystèmes commence avant 2030 dans les océans tropicaux et il se poursuit assez rapidement dans les forêts tropicales et seulement ensuite, dans les latitudes plus hautes vers 2050. Donc, avant 2030, dans les océans tropicaux, dans les années 2040 sur les forêts tropicales et vers 2050 pour les zones boréales. Alors, pour parler d'écosystèmes iconiques et sur lesquels les données sont assez précises, l'étude calcule que pour les îles Caïmans, par exemple, on a un effondrement de 60% des espèces des îles Caïmans
en 2075 avec une promptitude, abruptness en anglais, c'est-à-dire la pente de l'effondrement, qui est de l'ordre de 57%, ce qui est assez rapide. Sur le triangle de corail, qui est cette zone de point chaud de la biodiversité entre la Malaisie et l'Indonésie, dans le Pacifique Ouest, sur le triangle de corail, par exemple, on a 100% des espèces qui s'éteignent en 2060 avec une promptitude de 88%. C'est un effondrement spectaculaire. Le bassin amazonien, c'est 100% des espèces avec un effondrement prévu en 2048 et une promptitude de 83%. Dans le désert de Gobi, même si c'est un désert, il y a de la biodiversité, 20% des espèces s'effondrent en 2042 avec une promptitude de 46%. Donc, selon ces mêmes scénarios, 81% des assemblages terrestres et 37% des assemblages marins auront au moins une espèce ayant expérimenté des paramètres de température et de précipitation en dehors de leur marge historique de tolérance avant 2100. Donc, avant 2100, au moins une espèce pour 81 des assemblages terrestres aura expérimenté une sortie de route. Alors là, je vous ai dressé des chiffres assez précis, donné des exemples de chiffres assez précis, mais ce sont des chiffres qui sont fondés seulement sur 2 paramètres climatiques. Or, vous avez vu tout à l'heure que selon le rapport de l'IPBES, le climat n'arrive qu'en 4e position, 3e position, pardon, je dis peut-être une bêtise, je vérifie. Pardon, 3e position, oui. Le climat n'apparaît qu'en 3e position des principales causes d'érosion de la biodiversité. Donc, rien que sur ces affaires de climat, vous voyez, on est déjà sur des scénarios où, à partir de la décennie 2040, on va avoir des pièces du château de cartes qui vont s'effondrer. Et ça, c'est sans parler, évidemment, de l'usage des terres. Je vais, comme ça fait déjà, ça fait pas encore 1 heure que je parle, mais j'y suis bientôt, donc je vais passer le dernier papier. Peu importe, on va aller directement aux conclusions. Donc je conclus simplement pour dire que je résume ce que je viens de dire. Ces chiffres qui ont l'air assez inquiétants sont peut-être moins inquiétants qu'ils devraient l'être parce que ils ne prennent en compte que 2 paramètres du climat, disais-je, et ne prennent pas en compte la fragmentation des terres et le changement des usages des terres par les humains. Or, tout cela, bien entendu, va jouer de manière combinée, et donc on est vraiment au bord d'une extinction majeure de la biodiversité. Alors, cette menace, pour conclure sur la biodiversité, elle est une menace pour l'humain, évidemment, puisque je n'ai pas besoin de vous l'expliquer longtemps. L'histoire naturelle considère que l'humain fait partie de la biodiversité, contrairement au monothéisme qui voudrait que l'humain soit opposé à la nature ou doit la traiter comme quelque chose d'extérieur qu'il faudrait maîtriser. Si le vivant s'effondre, l'humain s'effondre. Le tissu entre l'humain ou les humains et le vivant est plus intriqué que ce que la culture occidentale voudrait bien l'admettre. Immédiatement, enfin, l'exemple, il parle de lui-même. Le déclin des insectes pollinisateurs amène le déclin des rendements agricoles, de toute évidence, et les humains ont besoin de leur rendement agricole. Donc, il y a urgence, bien sûr, à se réinsérer en nature. C'est pour cela qu'un concept a émergé depuis maintenant plus d'une décennie, le concept qui s'intitule « Une seule santé », One Health, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce n'est pas seulement bien nourrir les humains, c'est aussi la santé globale de l'humanité. Ce que dit ce concept, c'est qu'il y a une seule santé. On ne peut pas penser des humains en bonne santé dans des écosystèmes malades, pour reprendre une formule d'une de nos tables rondes. Le futur ne peut se penser, ou le futur de la santé humaine, sous tous ces aspects, hein, la santé mentale, la santé physique, elle ne peut se penser qu'avec la santé des environnements et la santé des organismes vivants. One Health, une seule santé, c'est 3 santés en même temps, celle des animaux, celle des humains et celle des environnements. Ça, c'est le premier point, et ce concept est en train de se répandre dans le monde politique pour faire comprendre qu'il faut cesser de penser les humains en dehors de la nature, ou en dehors de la biodiversité, si vous préférez, ou en dehors des écosystèmes. Là, pour le coup, les trois conceptions sont bonnes. L'homme n'est pas en dehors de la biodiversité parce qu'il héberge lui-même une biodiversité. Sans votre
sans votre microbiote intestinal, vous ne pouvez pas vivre. Sans votre microbiote dermique, vous êtes envahi par les champignons. Et vous transmettez à votre bébé vos microbiotes. Donc, on transmet beaucoup plus que les gènes de ces cellules sexuelles, bien sûr, aux générations suivantes. Nous sommes tous des consortia d'organismes. Et c'est la raison pour laquelle, même si on voit One Health sous l'angle de la biodiversité, eh bien, notre santé à nous dépend de la santé des espèces que nous hébergeons, évidemment, et vice-versa. En termes d'écosystème, pareil, les relations dynamiques d'interdépendance entre les espèces concernent aussi les relations des relations d'interdépendance dynamique entre les humains et les autres espèces. À terme, si on a compris tout ça, les mesures de conservation, si on parle de santé des environnements et de santé des espèces animales et végétales, enfin de toutes les espèces en fait, les mesures de conservation ne doivent pas s'intéresser que au développement des 3 générations qui viennent. Bien sûr que nous sentons une responsabilité à l'égard de nos enfants et de nos petits-enfants, mais l'histoire naturelle vous engage à voir plus loin que ça. C'est-à-dire que si le développement reste du développement, fût-il durable, ce développement reste un développement. Et donc, ce n'est pas suffisant. L'horizon, il doit garantir le potentiel évolutif des espèces qui nous accompagnent sur le globe. Les mesures de protection peuvent être très différentes selon si on veut conserver à une espèce sa capacité à nous rendre un service écosystémique, pollinisation, fourniture en protéines animales, ou si on se dit que la biodiversité est une assurance vie pour un futur qu'on ne connaît pas. La biodiversité, elle ne peut pas être réduite au service qu'elle peut nous rendre. Elle a sa dynamique propre sur des temps qui ne sont pas le temps humain, qui sont des temps de l'ordre de la centaine de milliers d'années, voire du million d'années, et que donc les mesures de protection que nous devons envisager pour nous sauver, ce sont des mesures de protection non pas égocentrées, non pas même celles de développement durable, parce qu'on parle encore de développement et donc de croissance démographique des humains. Non, ce sont des mesures qui conservent aux espèces leur diversité génétique intrinsèque, l'entrelac de leurs relations dynamiques et leur potentiel évolutif, en gros, c'est-à-dire des écosystèmes qui sont conservés pour eux-mêmes et pas spécialement pour un service qui sont supposés nous rendre sur les 2 ou 3 prochaines générations. Voilà ce que l'histoire naturelle peut nous inciter à penser des menaces qui pèsent sur la biodiversité. La question que vous vous poserez, et j'en terminerai là, c'est que faire? Ce n'est pas évidemment à un scientifique de dire que faire. Par contre, au niveau des pistes à creuser, il peut, pour la connaissance j'entends, il peut fournir des indications. D'abord, identifier les biais humains, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à l'échelle individuelle, les humains ne parviennent pas à modifier leur mode de vie alors qu'ils sont informés sur les menaces qui pèsent sur le climat et la biodiversité, et l'épuisement des sols, et l'épuisement des ressources minérales, et les différents épuisements divers et variés. Alors, identifier les biais humains, ça c'est déjà important. Il y a des facteurs qu'on connaît, je vais en citer 4. Ce qu'on appelle l'amnésie générationnelle. On oublie le monde qui a été celui de nos arrière-grands-parents. Pour être très bête, le concept, il dit tout simplement, pour un pêcheur de 1950, une grosse morue, c'était une morue qui faisait 5 kilos. Pour un pêcheur d'aujourd'hui, il n'y a presque plus de morue déjà. Une grosse morue, elle fait 400 grammes ou 500 grammes. En fait, les limites que nous donne à voir la biodiversité, on l'aperçoit, enfin on peut la comparer par rapport à la génération d'avant, mais en reculant dans le passé, eh bien, on oublie ce que c'était que le monde d'avant. Et quelques photos, des fois, nous ramènent un petit peu à la réalité. Si on regardait ce que c'était que la savane sud-africaine au moment où les appareils photo sont apparus, dans la deuxième moitié du 19e siècle, eh bien, on est stupéfait du nombre de grands mammifères
qui se promenaient dans la savane spontanément en Afrique du Sud à cette époque-là. Et d'ailleurs, ce qui entraîne aussi ces photos choquantes aujourd'hui, où les Européens se faisaient en Afrique du Sud des safaris, suite auxquels ils étaient fiers de se faire prendre en photo devant une montagne d'antilopes qu'ils avaient tuées. Qu'avait-il besoin, se dit-on, de tuer autant d'antilopes et de zèbres d'un seul coup pour en faire une montagne et pour être fier d'avoir tué plusieurs dizaines d'antilopes et de zèbres en même temps. Aujourd'hui, promenez-vous dans la savane sud-africaine, eh bien, vous serez stupéfait d'une savane, je ne vais pas dire silencieuse, il ne faut pas exagérer, mais d'une savane qui paraît dépeuplée. Alors évidemment, si vous êtes dans un parc, ce n'est pas pareil. Les parcs animaliers africains sont comment dire, des vitrines pour les touristes, et en effet, les animaux sont bien là. Mais si vous n'êtes pas dans un parc, eh bien, vous êtes stupéfait de la rareté des grands mammifères qui se promènent dans le milieu naturel africain. Amnésie. Non, 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 vous n'êtes pas stupéfait précisément parce que vous avez oublié ce qu'avait pu être la savane africaine il y a plus de 100 ans. Amnésie générationnelle, insatisfaction permanente des sociétés de consommation. Si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est que d'être riche, et en général, quel que soit le montant qu'il gagne, eh bien, il va s'exprimer en quantité relative. Il serait riche, la personne que vous interrogez serait riche si elle gagnait, et le chiffre est en général 2 fois son salaire. Que vous gagniez 1 500 ou 1 800 euros par mois ou que vous gagniez 6 000 euros par mois, l'horizon d'être riche, c'est l'horizon qui consiste à avoir 2 fois votre salaire. Il y a donc une notion relative de la satisfaction qui fait que, en fait, il n'y a pas de limite absolue à la volonté des humains, à la cupidité des humains, en quelque sorte. Et cette cupidité, il n'y a pas d'instance internationale, ni nationale ni internationale, qui veuille bien la limiter. Vous parlez aux gens d'un plafonnement des salaires, dans le privé comme dans le public d'ailleurs, tout le monde lève les bras au ciel. Qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue de plafonnement des salaires? C'est comme l'idée qui paraît saugrenue de salaire universel, pour en bas plutôt limiter les effets de la pauvreté. Nous ne tolérons en fait, en réalité, en matière économique, aucune véritable limite. Il n'y a pas de limite dans la pauvreté, il n'y a pas de limite dans la richesse non plus. Il y a donc une culture de l'illimité qui s'est installée, et ça, évidemment, c'est les sociétés de consommation qui l'ont installée, cette culture de l'illimité. Il y a des sociétés humaines qui, lorsqu'elles chassent dans le milieu, ne prélèvent que ce qui est requis pour nourrir la population. Et il y a un rituel, il existe, ça a été décrit par des scolaires, les rituels d'excuses ou les rituels d'offrande. On tue un animal et il y a un rituel pour remercier la nature d'avoir pris l'animal, et on ne va pas tuer d'animaux au-delà que de ce qui est strictement le besoin du moment dans la population du moment. C'est le contraire évidemment de la montagne d'antilopes dont je parlais tout à l'heure. L'illimité dans nos systèmes économiques, l'illimité est un argument de vente, et l'illimité est même vendue comme rêve, par exemple à travers le transhumanisme, où on va vous dire que la vie humaine n'aura plus de limites et que vaincre la mort, tel est le programme des GAFA lorsqu'ils financent le programme transhumaniste, qui est une imposture, évidemment, parce que le transhumanisme ne tient compte d'aucun fait biologique réel sur ce que c'est que le vieillissement réellement, ou sur ce que c'est que les conditions populationnelles d'individus qui retarderaient le temps de la mort au-delà de ce qui est largement déjà repoussé, notamment l'espérance de vie des humains dans un milieu où ils chassent, c'est celui des grands primates, hein, c'est celle des grands primates, c'est de l'ordre de 40 à 50 ans, pas plus. Hein. Les transitions qu'on nous vend, la plupart du temps, ne se réalisent pas en tant que transition énergétique. Là, je parle des transitions énergétiques, hein, mais par des cumuls. À l'échelle du globe, alors attention, à l'échelle locale, il peut y avoir des transitions énergétiques, mais à l'échelle du globe, les sources d'énergie se cumulent les unes aux autres et s'entraînent les unes les autres. Et en fait, l'humanité n'opère pas de transition, mais des cumuls. Que faire face à tout ça? S'entraîner à une vision multi-échelle. Là, ce sont des recommandations culturelles que l'histoire naturelle peut proposer. Entraîner nos concitoyens à une vision multi-échelle,
qui nous entraînerait à conserver la biodiversité pour son potentiel évolutif et pas seulement pour les besoins qu'elle permettrait de satisfaire. Et puis pour éviter aussi cet écueil qui consiste à ne réagir que lorsqu'on est au pied du mur, et ça c'est très humain, hein, il faut vraiment qu'on soit les deux pieds dans la merde pour arriver à réagir, sinon on ne le fait pas, on continue à accélérer, et même si on voit le mur arriver, il faut vraiment être à quelques mètres du mur pour commencer à freiner, quoi. Et c'est trop tard déjà. Comment réguler la cupidité et l'appropriation? Alors, notre système économique reste aujourd'hui un régime économique de propriétaires. Regardez le dernier bouquin de Piketty sur l'histoire du capitalisme et vous verrez que on est en train de reprendre une dynamique depuis 1980 qui est celle du 19e siècle, c'est-à-dire une dynamique de concentration de la richesse. Et ça, c'est mondial. Et le 19e siècle en Europe de l'Ouest a été ponctué par des révolutions du fait que on a cessé d'enrichir, les propriétaires n'ont cessé de s'enrichir. Les deux guerres du XXe siècle ont ramené à plus de distribution, une distribution un peu moins biaisée de la richesse à travers la population. Et depuis les années 80, ça c'est écrit partout, hein, je n'ai pas besoin d'argumenter beaucoup là-dessus. Depuis les années 80, on repart dans une grande concentration de la richesse. Les riches s'enrichissent de plus en plus et les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Et donc, c'est cette dynamique économique qui est une course à l'appropriation et qui est le fruit elle-même de la cupidité. S'il n'y a pas des États ou des instances supranationales pour les réguler, eh bien, on ne voit pas ce qui pourrait changer les choses. Même l'idéologie, qu'est-ce que c'est? L'idéologie, c'est refaire le monde et l'histoire, refaire la science aux besoins d'un groupe d'individus qui ont des intérêts communs. L'idéologie, vous ne pouvez pas. L'idéologie accompagne, dit autrement, l'appropriation a forcément son idéologie à elle. Et contrer l'idéologie de l'appropriation, c'est très difficile puisque le gain, l'appât du gain et le gain serait difficilement, on ne voit pas comment le gain pourrait céder devant d'autres considérations, si ce n'est le faire trop tard. Donc il faut des régulations fortes, il faut une coercition face à cette force d'appropriation. Et puis pour terminer, créer des moyens d'une régulation de gouvernance internationale, ça c'est vraiment un sujet, moi j'y suis sensible parce que je ne vois pas comment, le problème qu'on a il est global. Je ne vois pas comment un pays dans son coin tout seul, en prenant des mesures, pourrait tamponner les méfaits contre la biodiversité qui, eux, se réalisent à l'échelle du globe. L'acidification des océans, ça concerne tous les océans. L'épanchement des polluants atmosphériques notamment, ça traverse les pays. Bref, je n'ai pas besoin de le dire longtemps. On oublie souvent de le dire, mais comment imaginer des moyens d'une gouvernance internationale face à ça? Et c'est un des sujets d'ailleurs qu'on aimerait développer au Muséum, qui est un sujet qui n'est pas celui de l'histoire naturelle, mais dont on aimerait bien s'épauler pour imaginer un avenir meilleur. Merci de m'avoir écouté aussi longtemps. J'écoute vos questions.